Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La Garçonne. Par V. Marguerite. Note de l'auteur. Une préface au 150e mille. Une postface, si vous voulez. 3 mois après que le livre a paru. Et oui, le temps que les chers confrères aient jeté à droite et à gauche leur venin pudeur à retardement dont la bombe attendait pour fulminer l'éclat de l'offensant succès. Et le temps aussi que s'apaisa le concert des indignations plus ou moins feintes, le toll des hypocrisies, la rage des haines politiques ou confessionnelles qui ont accueilli ce livre, le 37e que j'ai l'honneur de signer, et où, sous l'historien, quelques bonnes âmes ont affirmé ne voir qu'un pornographe, œuvrant par lucre coup classique, et qui ne fut pas épargné à Zola. Mais si, pour une raison ou une autre, on n'a pas suffisamment compris ce que vous souhaitiez faire entendre, la faute ne vous incombe-t-elle pas en quelque mesure? Sans doute. Encore que je ne me flatte pas de désarmer, jamais, certains partis pris. Mais peut-être aussi aurais-je dû, par quelque avant-propos, avertir de mes intentions le lecteur pressé. Le cinéma l'a gâté. C'est un fait. La trépidation, la dispersion de l'existence quotidienne, nuisent au recueillement et à la méditation sans lesquelles il est impossible qu'un jugement motivé se forme. On ne lit plus, on parcourt. Que dis-je, on court d'une page à l'autre. Le 100 à l'heure souffrez donc, cher lecteur, que je passe à l'écran quelques éclaircissements complémentaires. Tout d'abord, et comme vous, je sais parbleu bien qu'il y a chez nous des mères et des filles admirables, toute une société féminine qui travaille et qui peine. Je l'ai peinte déjà, et la peindrai encore. Ai-je besoin d'affirmer au surplus que jamais je n'ai prétendu proposer Monique Lherbier comme le type actuel de la jeune fille, de la jeune femme française? Et suis-je responsable si des critiques hostiles généralisent? Non. J'ai peint, avec ce tout petit monde de lucre et de vanité, qu'on est convenu d'appeler le monde. Peut-être parce qu'hélas, il en fait encore la loi. Quelques types de ces émancipés, dont la guerre a précipité le foisonnement dans tous les pays. C'est en revanche, de parti pris, que j'ai situé ma garçonne dans le milieu de débauche et d'affaires qu'on voit à Paris, parce que ce microcosme est le plus représentatif de l'amoralité, ou si vous préférez, de la pourriture contemporaine. Soit, mais quelle nécessité de vous étendre sur des tableaux de dégradation et de vice? C'est donner prétexte à dire que vous vous y êtes complu. À dire, ou à médire? Ce n'est pas seulement pour le peintre de mœurs un droit, c'est un devoir que de retracer, jusqu'à en donner le dégoût, comme à Monique, le spectacle des pires turpitudes. Oui, je sais, il y a l'objection. Prenez garde à l'attirance du danger. On ne tombe pas dans un mal qu'on ignore. Je réponds qu'il vaut mieux, puisque le mal existe, le révéler, que le cacher. Son étalage ne fera que rebuter d'avance toute jeune âme, pour peu qu'elle soit saine. C'est le fanal sur l'écueil. Monique, pour y avoir touché, n'a gardé que l'horreur de ses mornes plaisirs. Un élan vers le bonheur salubre exemple préservateur. Quant au perverti, pauvre et pure, votre héroïne n'eût-elle pas mieux démontré cependant, par une laborieuse existence, ses droits à l'indépendance que conquièrent journellement tant d'autres garçonnes, moins fortunées et plus courageuses? Il est vrai. Mais que voulez-vous? C'est de parti pris encore, que j'ai fait de celle-ci une fille de riche, riche elle-même. Pourquoi? Parce que sa fortune, comme son éducation, est une des conditions de sa chute. Moins préparée aux vertus du travail que ses sœurs ouvrières ou de petite bourgeoisie, elle est la première victime d'une liberté révolutionnairement conquise. Morale, à la classe soi-disant dirigeante, d'élever mieux ses filles. Et surtout ses fils. Ce sera tout bénéfice pour l'évolution. Qu'est-ce en effet qu'une révolution, qu'elle soit morale, politique ou sociale? Je l'ai dit d'ailleurs, une réaction de l'énergie contre l'oppression d'injustes forces. La femme, prisonnière depuis des siècles, esclave habituée à la résignation et à l'ombre,
titube au seuil brusquement ouvert de la lumière et de la liberté. Conséquence des affranchissements soudains, le lui reprocher? Ce serait de la part de l'homme, un singulier abus. L'indépendance est une habitude, comme un autre. On ne s'y adapte qu'à la longue, le progrès est un perpétuel apprentissage. Quant à la crudité de ma manière, qu'elle soit de la photographie ou de l'art, je maintiens qu'elle demeure, d'un et même de plusieurs tons, au-dessous de la vérité. Nous sommes loin du temps où l'on poursuivait Flaubert pour l'audace de Madame Bovary, le roman le plus moral peut-être du dernier siècle. Loin même du scandale soulevé par les héroïnes de Zola. Que sera dans 20 ans, une Monique L'Herbier, au regard des garçons que la génération des dancing nous promet? Je plains, s'il est comme moi sincère, et pour peu que la corruption des mœurs continue, le romancier qui peindra la bourgeoisie future. La vérité est. Aussi bien est-ce ce qui paraît si choquant, d'ailleurs, à quelques-uns. On ne la supporte point tout nu. On préfère des gants, et les mains sales. Et puis, la tranche de vie aujourd'hui répugne. Le naturalisme est passé de mode. Vive le néoclassicisme. Toute une jeunesse est cérébrale, jusqu'à l'onanisme et à l'inversion. Ce qui n'empêche pas nos romanciers de voiler la plaie sociale de joli linge bien blanc. Un peu d'eau de rose patriotico-familiale, un mélange d'aventures vaporisées là-dessus. Et snob de se pâmer. Je le répète, je suis pour le bistouri brutal, et qui débride. L'immoralité n'est pas dans les mots, mais dans les mœurs. Au lieu de couvrir celle-ci du manteau de Noé, lequel n'est trop souvent que le voile d'Arsinoé, donnons à nos filles et à nos femmes, dans l'usage comme dans la loi, donnons à toutes les mères, filles-mères comprises, les libertés dont on ne conçoit plus que l'homme se réserve despotiquement, le monopole. Il y aura du coup moins de licences. L'instinct de sagesse, de fidélité, de bonté, la soif de justice qui sont innés dans la plupart des âmes féminines, s'épanouiront ainsi, avec moins de heurts, pour le plus grand profit de la morale sexuelle, inséparable de la moralité humaine. Je me résume. J'ai dénoncé un péril. Et j'ai fait entrevoir par-delà le fossé, la grande route de l'égalité, de l'équivalence, si le terme vous semble plus adéquat, où les deux sexes finiront bien un jour par avancer côte à côte, harmonieusement. It's a long way to Tipperary. Et la garçonne n'est qu'une étape dans cette marche inévitable du féminisme, vers le but magnifique qu'il atteindra. Je tenterai dans mon prochain roman de l'approcher, persuadé, comme l'un des personnages du livre que voici, qu'il ne faut pas juger de l'avenir sur l'un des aspects du présent, et que dans l'anarchie même, un ordre nouveau s'élabore. VM. 15 octobre 1922. Fin du chapitre. Première partie. Chapitre 1. Monique L'Herbier sonna. Mariette, dit-elle à la femme de chambre, mon manteau. Lequel, mademoiselle? Le bleu. Et mon chapeau neuf. Je les apporte à mademoiselle? Non, préparez-les dans ma chambre. Seule, Monique soupira. Quelle corvée que cette vente, si elle n'avait pas dû y retrouver Lucien. On était si bien, dans le petit salon. Elle réappuya sa tête sur les coussins du canapé, et reprit sa rêverie. Elle a 5 ans. Elle est en train de dîner dans sa chambre, à la toute petite table où chaque jour, mademoiselle, régente de sa vie, la surveille et la sert. Mais ce soir, mademoiselle a congé. Tante Sylvestre la remplace. Monique adore tante Sylvestre. D'abord, toutes les deux, elles ne sont pas pareilles aux autres. Les autres, c'est des femmes. Même mademoiselle. Maman lui a donné ce nom comme ça, bien que vous soyez veuve. Parce qu'une gouvernante doit toujours s'appeler mademoiselle. Tante Sylvestre et Monique, au contraire, sont des filles. Elle une petite fille, quoiqu'elle se juge déjà grande. Et tante, une vieille fille vieille si vieille. À preuve qu'elle a la peau plissée,
et au menton 3 poils, sur un pois chiche. Ensuite tante Sylvestre apporte toujours du nougat noir, aux amandes et au miel brûlé, chaque fois qu'elle arrive d'hier. Hier, Monique ne sait pas bien où c'est, ni ce que c'est. Hier c'est la même chose qu'hier, c'est très loin, il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et aujourd'hui, c'est fête. Papa et maman doivent aller à l'opéra, et, avant, ils sont invités au restaurant. L'opéra est un palais où les fées dansent en musique, et le restaurant un endroit où on mange des huîtres, c'est réservé aux grandes personnes, déclare tante Sylvestre. Mais voilà une fée, non. C'est maman, qui apparaît en robe décolletée. Elle a des plumes blanches sur la tête, et elle a l'air habillée tout en perles. Monique touche l'étoffe, extasiée oui, de toutes petites perles vraies. Elle aimerait à en avoir un collier. Elle caresse le cou de maman qui se penche pour vite lui dire au revoir. Non, pas de bise à cause de mon rouge. Et comme la menotte maintenant remonte au velours des joues, la voix impatiente ordonne. Laisse-moi. Tu vas m'enlever ma poudre. Derrière, il y a papa tout en noir, avec un grand V blanc qui sort du gilet. C'est une drôle de chemise, en carton glacé. Maman raconte à tante Sylvestre, qui écoute en souriant, une longue histoire. Mais papa tape du pied et crie, avec votre manie de mettre 3 heures pour vous fourrer du noir aux cils et du rose aux ongles, nous manquerons l'ouverture. Quelle ouverture? Celle des huîtres? Non. Dès que papa et maman sont partis sans l'embrasser, Monique a gros cœur. Tante Sylvestre explique que c'est l'ouverture de la musique, ça s'ouvre donc? Monique, rêveuse, demande. Alors en quoi c'est fait? Et tante Sylvestre, qui l'a prise sur ses genoux, explique en la câlinant. La musique, c'est le chant qui sort de tout de soi quand on est heureux du vent quand il souffle sur la forêt et sur la mer. C'est aussi le concert des instruments, qui rappelle tout ça, et l'ouverture. C'est comme celle d'une grande fenêtre sur le ciel, pour que la musique entre, et qu'on l'entende. Tu comprends? Monique regarde tendrement tante Sylvestre, et fait signe que oui. Monique a 8 ans. Elle a poussé en longueur. Elle tousse souvent. Aussi, quand elle va se promener au bord de la mer, ordre à mademoiselle, ce n'est plus la veuve, mais une luxembourgeoise qu'elle n'aime pas, et qui a des joues de ballon rouge, de ne pas la laisser grabouiller, jambes nues, dans les flaques rocheuses où la crevette frétille. Ordre de ne pas même la laisser courir devant le flux, sur le sable qui, mouillé, se durcit. Elle ne peut ramasser ni les algues fraîches qui sentent tout l'océan, ni les coquillages dont la conque nacrée enclôt le bruit des vagues. Qu'est-ce que tu veux faire de ces saletés? Jette ça, a déclaré maman une fois pour toutes. Monique ne peut pas non plus lire comme elle le voudrait, l'attention donne des maux de tête. En revanche, elle doit faire régulièrement 1 heure de gamme. Elle a beau dire que ça la rend folle, il paraît que c'est une discipline, pour les doigts. Alors si c'est ça les vacances, Trouville est plus ennuyeux que Paris. D'ailleurs, elle y voit encore moins ses parents. Maman est toujours en automobile, avec des amis. Et le soir, quand elle dîne, c'est rare, elle part aussitôt après s'être rhabillée, danser au casino. Très tard aussi le matin, elle dort. Papa? Il ne vient que le samedi, par le train des maris. Et le dimanche, il reste avec des messieurs, pour ses affaires. La grande corvée, c'est quand maman fait plage. On regarde se croiser sur les planches, les files montantes et descendantes. On dirait un magasin de blanc. Les mannequins s'exhibent, tout pareil, en rang pressé. Les messieurs-dames qui font cercle, assis autour des guérites d'osier ou des tentes, échangent des saluts avec les messieurs-dames qui processionnent. Quand ceux-ci arrivent au bout du chemin parqueté, ils font demi-tour, et recommencent. Qu'est-ce qu'ils suivent? Monique ne sait pas. Encore un mystère. Le monde en est plein, si elle en croit les réponses jetées à ses incessantes questions. Pour l'instant elle s'amuse, non loin de la guérite maternelle, avec la petite Morin et une camarade, dont elles ne connaissent pas le nom. Elles l'ont baptisée Toupie, parce qu'elle tourne toujours sur un pied, en chantant. Accroupie sous le regard distrait de la luxembourgeoise,
Toutes trois édifient un château doré, avec ses bastions et ses douves. Au milieu se tient debout militairement, son râteau sur l'épaule, un garçonnet frisé, dit Mouton. On l'a mis là pour qu'il reste tranquille, en lui affirmant « Tu es la garnison ». La règle du jeu est que le château fini, la garnison sera libre, et à la place, on enfermera prisonnière celle des trois qui se sera laissée prendre. Mais le château n'en finit pas. Mouton trépigne, et sans attendre l'achèvement, exécute une vigoureuse sortie. Toupie et la petite Morin s'enfuient. Monique, qui se repose sur la foi des traités, n'a pas bougé. Si bien que lorsque Mouton veut l'embastiller, elle résiste. Il la pousse-cou, crie. La luxembourgeoise qui se précipite reçoit sa part de horion, les mamans accourent. Elle sépare les combattants et sans écouter les explications confuses, d'ailleurs contradictoires, elle les secoue. Mouton qui se rebiffe est giflé. En même temps Monique sent une main qui la frappe, à la volée. Clic, clac. Ça t'apprendra. Sa figure cuit. Atterrée, elle regarde l'ennemi qui vient d'abuser de sa force. L'ennemi satisfaite d'avoir équilibré les torts, et le châtiment sa maman. Est-ce possible? La rage et la stupeur se partagent l'âme de Monique. Elle a fait connaissance avec l'injustice. Et elle en souffre comme une femme. Monique a 10 ans. C'est une grande personne. Ou plutôt, déclare sa mère en haussant les épaules, c'est une enfant insupportable, avec ses fantaisies, ses vapeurs et ses nerfs. D'abord, elle ne fait rien comme tout le monde. N'a-t-elle pas déchiré toute sa robe de dentelle, et pris froid l'autre dimanche, en jouant à cache-cache dans le parc de Madame Jacquet, avec Michel, et des garnements? Du point de Malines ancienne une véritable occasion, à 175 francs le mètre, et hier, en goûtant chez le pâtissier, ne s'est-elle pas avisée de prendre dans l'étalage pour la porter dehors, sur le trottoir, à une fillette en haillons qui la dévorait des yeux, une grosse brioche, de près d'1 kilo. Au lieu d'un bon pain. Elle a eu beau vouloir payer sur ses économies, ce n'est pas de la charité, c'est de l'extravagance. Et même au fond, de la fausse générosité. Il ne faut pas donner aux malheureux le goût, et par conséquent le regret de ce qu'ils ne peuvent avoir. Monique est peinée par ces raisonnements. Elle voudrait que tout le monde soit heureux. Elle a aussi du chagrin, elle n'est pas comprise par les siens. Ce n'est pas sa faute, si elle a un caractère qui ne ressemble pas à ceux qu'elle voit, autour d'elle. Et ce n'est pas sa faute non plus si à cause de ses joues creuses et de son dos qui ploie, elle ne fait pas honneur à ses parents. Tu as grandi comme une mauvaise herbe, entend-elle répéter sans cesse. Si cela continue, elle finira par tomber malade, on le lui a assez promis. Cette idée, elle l'accepte avec résignation, presque avec plaisir. Mourir? Ce ne serait pas un grand malheur. Qui l'aime? Personne. Si. Tante Sylvestre. Aux vacances de Pâques, quand après une grosse bronchite et 3 semaines de lit, Monique s'est levée si faible qu'elle ne tient plus sur ses fuseaux. Tante est là. Et lorsque le médecin déclare « Il faudrait que cet enfant vive à la campagne, longtemps dans le Midi si c'est possible au bord de la mer, le climat et la vie de Paris ne lui valent rien. » Tante s'écrie « Je la prends avec moi. Je l'emmène. » Hier, c'est excellent, n'est-ce pas, docteur? Parfait, l'endroit rêvé. C'est convenu, aussitôt. Et Monique a tant de joie en songeant qu'elle va être transplantée au soleil, près de sa vraie maman, qu'elle ne pense pas à s'attrister de ce que son père et sa mère ne manifestent eux-mêmes, aucun regret. Monique a 12 ans. Elle a une natte dans le dos, et des robes à carreaux, d'écolière. Elle est la première élève de sa classe, dans le pensionnat de Tante Sylvestre. À la place des rues grises dans le brouillard, s'étend le jardin montant, au flanc de la colline. Le soleil vêt toute chose d'une splendeur légère. Il luit sur les palmes des camérops, pareil à des fougères géantes, sur les raquettes épineuses des cactus, sur les aloès bleuâtres ou bordés de jaune, qui ont l'air d'énormes bouquets de zinc. La mer est du même azur foncé que le ciel,
ils se confondent au large. Pâques est revenu, Pâques fleurit. Jésus s'avance sur son petit âne, dans le balancement des branches vertes. La terre est comme un seul tapis, éclatant et bariolé, de roses, de narcisses, d'œillets et d'anémones. Monique demain sera tout en blanc, comme une petite mariée. Demain. Célébration de ses noces spirituelles. Le bon curé Macaïr, elle ne peut prononcer son nom sérieusement, va l'admettre, avec ses compagnes du catéchisme, à la Sainte Table. Elle a essayé de se pénétrer des belles légendes des testaments, elle y a d'autant mieux réussi qu'elle a eu comme répétitrice sa grande amie Élisabeth Mère Zabeth, qui est protestante, a fait, il y a 4 ans déjà, sa première communion, et son rigorisme fervent ajoute une exaltation singulière à la fièvre mystique dont Monique brûle. Toutes deux, dans l'adoration du Sauveur, découvrent obscurément l'amour. Celui de Monique est toute confiance, abandon, pureté. Elle s'en va, avec une ivresse ingénue, sur l'aile ouverte de ses rêves. Elle n'a qu'une seule et puérile crainte, celle de ne pas profaner en mordant au passage l'hostie de neige, le corps, invisible et présent, de l'époux divin. Il faudra aussi, à bien recommander l'abbé Macaïr, qu'elle se confesse, avant, de ses mauvaises pensées. Elle en a 2, qu'elle a beau écarter. Les vilaines mouches se reposent sans arrêt, aux lys de son attente sa jolie robe. Coquetterie. Et les œufs de Pâques. Gourmandise. D'abord le gros, en chocolat, qu'elle recevra de Paris, et puis les moyens et les petits, en sucre de toutes les couleurs et même en vrai œuf, cuit dur dans de l'eau rouge, qui sont si amusants à chercher, à travers les touffes et les bordures du jardin. C'est la grande affaire de tante Sylvestre, qui depuis une semaine prépare pour tout le pensionnat, réjouissances et surprises. C'est aussi sa façon de communier. Du moins c'est l'abbé Macaïr qui s'en plaint en ajoutant « Quel dommage qu'une si brave femme soit une mécréante !» Il faudrait croire que ce n'est pas un péché bien grave, puisque monsieur le curé semble le lui pardonner. Ça ennuierait bien Monique d'aller au paradis, tandis que tante Sylvestre irait en enfer. Mais toutes ces idées lui cassent la tête, elle est heureuse, et il fait beau. Monique a 14 ans. Elle ne se souvient pas d'avoir été une enfant souffreteuse. Elle a la robustesse d'une jeune plante qui a trouvé son terrain et surgit drue. Elle est à l'âge merveilleux des lectures, où le monde imaginaire se découvre, et où la jeunesse enveloppe de son voile magique le monde réel. Elle n'a pas la notion du mal, tant la vigilance de son éducatrice l'a sarclée, dans cette âme naturellement saine. Elle a en revanche le sentiment et l'appétit du bien. Pas rêveuse, mais croyante. Non plus en Dieu, car sur ce point elle s'est dégagée des concepts contradictoires de l'abbé Macaïr et d'Élisabeth Mère. Elle s'est insensiblement et d'elle-même convertie au matérialisme raisonné de tante Sylvestre, tout en gardant comme elle, une empreinte spiritualiste. Mais elle manifeste en plus, ferment de son double et premier mysticisme, quelque tendance à l'absolu. C'est ainsi qu'elle a horreur du mensonge, et adore, religieusement, la justice. Elle a toujours pour grande amie Élisabeth Mère. Celle-ci a changé de culte, et de luthérienne est devenue sioniste. Elle est, depuis 3 ans, toujours éprise de Monique. Elle l'est d'autant plus qu'elle l'a désirée sans espoir. Elle va quitter bientôt le pensionnat, et son hypocrisie recule devant l'évidente pureté de l'adolescente. Ses baisers voudraient appuyer, et n'osent. Monique, qui éprouve pour le professeur de dessin, un ancien prix de Rome ressemblant à Alfred de Musset, une passionnette sentimentale, est aussi loin de se douter des goûts de Zabeth que de la salacité, également cachée, de Monsieur Rab, le faux Alfred. Ce jour-là, on est en juin. La nuit vient. Il fait encore si chaud dans le jardin, qu'on a la peau moite sous les robes. Zabeth et Monique suivent après le dîner, le chemin des lavandes, qui monte jusqu'à la grande roche rousse, d'où l'on surplombe les salins, et par-delà, la mer. On voit de l'autre côté les monts des morts, bleus sur le ciel vert.
Il y a au large une petite voile orange et dans le ciel, de lourds nuages cuivrés, on étouffe, dit Zabeth. Nerveusement, elle arrache une feuille parfumée à l'oranger en boule, la mordille. On respire l'odeur des hauts eucalyptus. Elle se mêle par effluve à celle des argelès et des cystes. Toute la griserie du sol provençal. Monique entr'ouvre son corsage, puis élève ses bras nus, cherchant en vain quelque fraîcheur. Zut, voilà mon épaulette cassée. La chemise glisse, montrant les seins. Il hausse leur rondeur petite, mais parfaite. Sur sa peau de blonde, veinée de bleu, pointent les boutons de rose. Zabeth soupira. Encore une nuit où on dormira mal, j'ai beau coucher nu, sais-tu que tes seins deviennent aussi gros que les miens? Non? Dit Monique, ravie. Si, regarde seulement, les tiens sont en pommes, et les miens en poire. Zabeth dénude vivement sa poitrine dorée où s'érigent dans une offre tacite des fruits plus lourds. Elle en compare la forme allongée au mamelon brun, durci, avec le galbe satiné des seins de Monique. Sa main les englobe et doucement les caresse. À la sensation agréable, Monique sourit sans l'analyser et sans comprendre, mais comme soudain les doigts de Zabeth se crispent, elle dit « Fini. Qu'est-ce qui te prend ?» Zabeth rougit et balbutie « Je ne sais pas, c'est l'orage. » Monique, pour la première fois, éprouve un trouble étrange. Elle referme vivement son corsage. Une voix lointaine en même temps retentit. C'est tante Sylvestre qui appelle « Monique, Zabeth. » Zabeth gênée se ragrafe. Monique répond « Eh oh !» La voix rapprochée fait écho. L'orage est passé. Monique a 17 ans. Elle compte 1, 2, 3 ans déjà que la guerre dure. Est-ce possible? Les troisièmes grandes vacances depuis qu'hier est devenu comme un grand hôpital, où les blessés renaissent. Elle est poursuivie par ses yeux hagards, que le soleil fait clignoter, au sortir de leur éternelle nuit d'épouvante. Elle ne comprend pas comment ceux qui se battent peuvent s'accoutumer à cette espèce de mort affreuse qu'est leur vie. Elle ne comprend pas non plus comment ceux qui font semblant de se battre un peu, si peu, et ceux qui ne se battent pas du tout, acceptent la souffrance et le carnage des autres. L'idée qu'une partie de l'humanité saigne, tandis que l'autre s'amuse et s'enrichit, la bouleverse. Les grands mots agités sur tout cela comme des drapeaux, ordre, droit, justice, achèvent de fortifier en elle sa naissante révolte contre le mensonge social. Elle a passé brillamment son examen de fin d'études, poursuivi entre ses incessantes, ingénieuses façons de se dévouer. Non seulement pour les convalescents d'hier, mais pour l'obscure foule en proie à tous les maux, dans le lit fétide des tranchées. Maintenant une existence nouvelle commence. Paris, les cours de la Sorbonne, Monique est rentrée dans sa famille. Elle a dit au revoir à tante Sylvestre, au pensionnat, au jardin, à tout ce qui a fait d'elle la jeune fille délurée, au regard hardi et pur, et aux joues fraîches, adieu au doux passé, où en se faisant une santé, elle s'est fait une âme. Avenue Henri Martin, sa chambre de jeune fille, joliment préparée, lui a causé un vrai plaisir. Elle a été touchée de l'accueil de son père et de sa mère. Elle sent qu'elle compte désormais aux yeux des siens. Elle leur fait honneur, tante Sylvestre a semé, il récolte. Heureuse elle-même, elle ne leur en veut plus. De leur détachement ni de leur égoïsme, elle les aime, par principe. Pour la première fois depuis 1914, on s'est réinstallé, à Trouville. Monique consacre son mois d'août à faire l'infirmière bénévole à l'hôpital auxiliaire, numéro 37. Elle est si absorbée, le jour par ses occupations, et le soir par ses livres, qu'elle ne se soucie pas des autres. Ceux qu'elle observe le moins sont ceux-mêmes qui la touchent. Sa mère toujours dispersée, son père toujours absent. L'usine L'Herbier travaille pour la guerre et gagne, paraît-il, des millions à fabriquer des explosifs, et dire que pendant ce temps, embusqués, rescapés et spectateurs mènent tranquillement et frénétiquement la grande Nouba. On s'accouple et on tangue et on s'accouple à Deauville. Monique a 19 ans. Le cauchemar a pris fin. Une telle force expansive, un tel besoin d'épanouissement sont en elle, que depuis l'armistice, elle a presque oublié la guerre. Le flot quotidien l'emporte.
Plus que jamais repliée sur elle-même, et de moins en moins mêlée à l'existence de ses parents, elle suit des cours de littérature et de philosophie, pratique activement les sports. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.